Bonjour à tous. Petit exo sur les maths que j'ai pas réussi à filmer dans la dernière vidéo parce que j'ai eu un petit problème entre les deux fenêtres. Et ensuite, on va faire des exercices de chimie qui étaient justement mes euros blancs pour cette semaine. Donc, je vais dans un premier temps finir cet exo de maths que vous avez eu le son, mais vous n'avez pas eu l'image, donc c'est un peu con. Euh, donc, on étudiait la fonction euh, qui est une intégrale euh, qui n'est pas calculable. C'est-à-dire, si on veut trouver, euh, si on veut trouver un u' qui convient pour cette intégrale, euh, on va devoir mettre une variable muette devant l'intégrale, ce qui est dérangeant, parce que u', vous voyez que c'est euh, moins 2t, et donc il faudra multiplier par moins 1 sur 2t. Sauf que mettre ça devant l'intégrale, ça marchera pas. Zut. Donc on va faire l'étude classique, on va faire on va faire d'abord l'étude de f de moins x, savoir si la fonction elle est paire ou impaire. On pourra rien savoir sur sa périodicité par contre. Donc pour pour trouver si elle est paire ou impaire, on va faire un changement de variable sur l'intégrale, ou tout simplement mettre f de moins x tel que sur l'intégrale euh, entre x et 2x, enfin moins x et moins 2x, exponentielle de moins t carré dt. Donc on pose un changement de variable qui, a, qui a u associe moins x, ce qui veut dire que du, enfin la dérivée de u par rapport à x est égale à moins 1, d'où du est égal à moins dx. Ensuite, lorsque non, d'ailleurs c'est u est égal à moins t. Hop, je suis trompé sur les variables. Lorsque t est égal à moins x, u sera égal à x. Et de même pour l'autre, on a lorsque t est égal à moins 2x, on aura u qui est égal à 2x. Donc maintenant on fait changement de variable. On a donc l'intégrale entre x et 2x de l'exponentielle de moins u, enfin de moins, entre parenthèses, moins u au carré, ça nous donnera quand même moins u carré, du avec un moins, et donc on va changer les bornes de l'intégrale, et donc on aura, enfin on n'a pas besoin de changer les bornes d'intégrale, mais ça va nous donner moins f de x. Donc on sait que notre fonction est impaire. Faut que j'arrête de faire des valeurs absolues d'ailleurs. Ensuite, on va, on va poser un g de t tel que g de t à t, on associe exponentielle de moins t carré. Alors, ce serait peut-être plus pratique si je faisais ça. Boum, tac, ce serait plus ça. Bam. Voilà. Donc on sait que notre fonction est impaire. Euh, Parce que ça va avoir son utilité, parce que maintenant on peut restreindre l'étude de la fonction sur R plus ou R moins. Donc, je pose un g de t
qui donne ce qu'il y a dans l'intégrale. Pour tout est dans R. Je sais, je peux couper l'intégrale qu'on a 2 par une relation de Chasles. On a f de x est égal à l'intégrale entre x et 0 l'exponentielle de moins t carré dt plus l'intégrale entre 0 et 2x exponentielle de moins t carré dt. Quand on a cette intégrale là, on inverse les bornes. Et donc on a intégrale entre 0 et x de g. On a le droit de l'écrire comme ça. Avec un moins devant. Plus intégrale entre 0 et 2x de g. Donc je sais que les primitives de g de x se notent par l'intégrale entre 0 et x de g. Donc je peux changer l'égalité juste avant par moins grand g de x plus grand g de 2x. Hop. Ensuite, je dois trouver la dérivée de justement f de x. Donc je vais devoir dériver ces deux choses. J'ai f' de x qui est égal à moins g' de x. Là c'est une composition de fonctions. Donc ce sera plus 2 g' de 2x. Et donc on arrive à la fin à f' de x est égal à moins g de x. Parce que la dérivée de... Enfin, si on primitive... sinon on intègre cette fonction là et qu'ensuite on la dérive, on retombe dessus. Oups. Plus 2g de 2x. Donc ensuite je peux remplacer. J'ai moins exponentielle de moins x carré. Je vais faire attention aux variables. Plus 2 exponentielle de moins 4x carré. 2 au carré, ça fait 4. Hop. Ensuite, j'ai du exponentielle de moins x carré en facteur de 1 moins... Enfin non, justement. Justement, il y a un moins ici, donc oui. Moins 1 plus 2 exponentielle de moins 3x carré. Règle sur les puissances. Je sais que ce terme est toujours positif. Donc pour annuler la dérivée de f de x, on va devoir s'intéresser au deuxième terme de l'équation. Donc on a moins 1 plus 2 exponentielle de moins 3x au carré. Je vais faire en sorte qu'il soit supérieur à 0, histoire d'avoir quelque chose dans mon tableau de signes. C'est équivalent à exponentielle de moins 3x au carré. Oula. Oh le carré. Supérieur à 1 demi.
Je vais utiliser le logarithme des deux côtés. Le logarithme étant une fonction croissante, je peux garder le signe, enfin, je peux garder le signe de la comparaison. J'ai moins 3x carré supérieur à moins ln de 2. Sauf que là, on a des moins de deux côtés, donc je vais devoir forcément multiplier par un nombre négatif. Et j'ai du x carré inférieur à moins... Enfin non, il n'y a plus de moins justement. Ln de 2 divisé par 3. Et donc, si je prends la racine, j'ai x inférieur à racine de ln de 2 sur 3. Je vérifie comme si je dis pas de conneries. C'est bien ça. Donc, ensuite on peut faire le tableau de signes avec le peu qu'on a. Moins l'infini. La valeur moins racine de ln de 2. Hop. Et racine de ln de 2 sur 3. Et ensuite plus l'infini. Voilà. Pas grave que je coupe le 3. Donc là j'ai mon f' de x. Et là les variations de ma fonction f. Hop. Donc je sais que ça s'annule ici et là. Je sais que mon expression est supérieure à 0 dans le cas où on est inférieur à racine de ln de 2 sur 3. Donc ici. Et donc les autres c'est moins. Donc j'ai un tableau de variation comme ça. Hop. Voilà. Je peux mettre aussi une valeur ici, qui peut être intéressante. Parce que lorsqu'on intègre... Enfin, si on fait f de 0, on a l'intégrale entre 0 et 0 d'exponentielle de moins t carré de dt. Et l'intégrale sur des bornes... Enfin, sur un intervalle qui est un point, ça sera 0. Donc ici, on aura 0. Qui peut être intéressant pour la suite de l'étude. Et ensuite, il nous reste à déterminer les limites en plus infini et en moins infini. Savoir si la fonction tend vers soit plus infini, soit 0, soit moins l'infini. Et donc, on va prendre un t qui appartient à x 2x. Parce que on va prendre une variable qui est dans cet intervalle-là. Hop. J'ai donc x qui est inférieur ou égal à t qui est inférieur ou égal à 2x. Je vais le multiplier par un nombre négatif et ensuite... enfin non, je vais mettre au carré et ensuite le multiplier par un nombre négatif. Ce qui va me donner ceci. Moins x carré supérieur ou égal à t supérieur ou égal à moins 4x carré. Voilà. Ensuite je mets l'exponentielle. L'exponentielle étant une fonction croissante, je ne change pas le signe. Il y a un moins ici aussi. Il y a un carré. Je vais pas changer l'équation.
J'ai du exponentiel de moins x carré supérieur ou égal à exponentielle de moins t carré supérieur ou égal à exponentielle de moins 4x carré. Ensuite, par croissance de l'intégrale, je peux écrire ceci entre x et 2x. De même pour les deux autres. Je mets pas le variable dt, mais... Enfin, bon, allez, je vais le mettre. Mais ça rend que plus lourd le calcul. 2x, et je vais mettre g, tant qu'à faire. Intégrale entre x et 2x. Essentiel de moins 4x carré dt. Ces deux intégrales, je peux calculer leur... Enfin, je peux calculer leur valeur, car c'est l'intégrale d'une constante. X est fixé, donc j'ai le droit. Hop. Et donc j'aurais dû, si on intègre entre x et 2x dt, eh bien on aura 2x moins x, ce qui me donnera x exponentielle de moins x carré. Et ici, de même, j'aurai x exponentielle de moins 4x carré. Et donc, je sais que c'est toujours supérieur ou égal à f de x. Parce que oui, cette fonction-là, c'est f de x. Et maintenant, je vais passer à la limite. Donc, en plus infini, par croissance comparée, on a l'exponentielle qui l'emporte, ce qui donnera donc une limite en 0. Et de même pour l'autre, sachant que la fonction elle est impaire, je sais que l'autre limite c'est aussi 0. Et donc j'aurai une esquisse de la courbe qui a cette allure. Donc voilà, comme ça et comme ça. Ici c'est la valeur racine de ln de 2 sur 3 avec un moins. Et de même ici c'est racine de ln de 2 sur 3. Et ça tend bien vers 0. Donc voilà pour l'exercice de maths que je n'avais... Enfin, où je n'ai pas eu l'image. Je vais passer à la chimie. Donc cette fois... bon, ce sont des exos qui sont plutôt simples pour d'après pas. Mais... Mais je pense que j'en aurai d'autres et je referai des vidéos dessus. Donc... Dans un premier temps, on doit donner les configurations électroniques de ces trois éléments et les classer dans le tableau périodique. Donc pour cela on utilise les règles de Wundt, Pauli et Krzykowski. De Pauli, Krzykowski d'ailleurs si des Polonais passent par là. Hop. Qu'on appelle des règles de remplissage. Hop. Entre parenthèses, règles de remplissage de couches d'électrons. Donc d'après ces règles-là, on a le bromure, enfin dans le brome. Le brome qui va être
35 BR. On aura donc un S2, punaise, un S2, 2 S2, 2 P6, on est à 10, 3 S2, 3 P6, on est à 18, 4 S2, on est à 20, 3 D, non, si c'est un D, j'ai un doute, c'est un D, c'est un D, 3 D10, et on est à 30, et à la fin, 4 P soc. On est à 35. Je vais faire de même pour les deux autres et ensuite je vais les classer dans le tableau périodique. Donc FE 26, c'est la même chose, sauf qu'on va s'arrêter un peu plus tôt. Hop. 4S2. Donc là on est à 20 si je dis pas de conneries. Et il nous faut 26. Donc c'est 3D6. C'est ça. Ensuite de même pour l'étain. C'est du 50. Hop. Juste changer ici, je vais mettre 6. Voilà. Donc 4P6 et on continue. 5S2. 4D10. On était à combien ici? On était à 35, donc à partir de là on est à 36. Là on est à 38. Là on sera à 40. 48 plutôt. Et 5P2. Donc voilà pour les configurations électroniques. Maintenant pour les passer dans le tableau périodique, je sais que je vais devoir regarder la dernière, enfin le nombre le plus grand qui se trouve ici. Donc je sais que ça me donnera la période du tableau. Donc je sais que là ça sera quatrième période. Là ça sera de même quatrième période. Et ça sera cinquième période. Le plus gros nombre c'est 5. De même ici c'est le plus gros nombre c'est 4. Ensuite, pour trouver la colonne, j'additionne le nombre d'électrons qu'il y a dans les puissances, ce qui me donne la colonne 17. Donc j'ai 2 et 10, 12, 12 et 5, 17. D'ailleurs, je vais mettre P pour période et C pour colonne. De même ici, j'additionne le nombre d'électrons dans les puissances. Ça me donne 2 et 6, ce qui me donne 8ème colonne. Et pareil pour ici, 2, 10 et 2, qui me donne 14. Voilà. Voilà pour un pré-exo de chimie. Le deuxième, qui concerne une maille cubique centrée. Donc dans un premier temps, on me demande de calculer la population n de la maille. Donc je vais noter P2NB parce que c'est le niobium l'élément. P2NB est égal à y a une boule au milieu, enfin un atome au milieu et des atomes sur les coins. Donc ça veut dire qu'il y aura un huitième à chaque fois,
euh, 8 coins fois un huitième. Oula. Et donc la population est 2. Ensuite, on me demande de calculer la masse volumique du niobium. Donc j'utilise la formule pour, pour justement la masse volumique d'un réseau euh, d'une structure cubique. Donc j'ai P de NB fois sa masse volumique divisé par la constante d'Avogadro fois le volume de la maille, et donc dans ce cas-là c'est A au cube. A fois A fois A, ça me donne bien le volume du cube. Donc en application numérique, j'ai ρ est égal à du coup 2 fois 92,0 fois 10 puissance moins 3. Je vais être en unité ici, je vais mettre en kilogrammes. Divisé par la constante d'Avogadro qui est égale à 6 fois 10 puissance 23 environ. Hop. Je rappelle qu'on n'a pas la calculette, donc il faut tout faire de tête. Ou alors être rapide dans les calculs. Là, je vais mettre directement. Ouais, je pense que je vais mettre directement 3,3. Et du coup, j'aurai fois 10 puissance 2 fois 10 puissance moins 12. Qui me donnera fois 10 puissance moins 10. Le tout au cube. Donc je vais sortir ça de, de la puissance. Déjà j'ai un tiers. Euh, un tiers fois 92,0 fois 10 puissance moins 3. Sur 10 puissance 23. Ah, j'aurais pu mettre directement 10 puissance 26 ici. Hop, allez, comment ça se fait? 10 puissance 26. Fois 3 au cube, je vais mettre environ 30 parce qu'il y a une virgule. Euh, et donc, fois 10 puissance moins 30. Règle sur les puissances, j'aurais du 10 puissance 4 en haut. 10 puissance 4. Avec du... justement, j'aurais 3 fois 30, ça me donne 90. Donc ça fait environ 1. Donc c'est environ ça le résultat. Hop. Kilogramme par mètre cube. Le résultat par calculatrice, c'est 8,5 fois 10 puissance 3 kg par mètre cube. Donc j'étais pas loin. Et ça me permet quand même de conclure. Parce que, imaginons que l'examinateur nous demande qu'est-ce qu'on peut en dire de cette masse volumique. Alors la masse volumique est 10 puissance 4, sachant que celle de l'eau c'est 10 puissance 3. Et les métaux en général c'est entre 2 et 5. Alors celle du niobium est plus grande que la normale. Voilà.
Ensuite, ex 3. Déterminer le rayon métallique R du niobium en précisant au préalable où a lieu le contact entre les atomes. Alors, on est dans cette structure-là. Donc, ce qui va être intéressant, ce sera le contact qui se fera ici, par exemple. Et pareil pour là. Donc je sais que ici j'aurai 4 R en diagonale. Et je dois trouver 4 R est égal à quelque chose en fonction du paramètre de maille A. Donc le paramètre de maille A, je sais que c'est ça. Donc dans un premier temps, je vais faire un théorème de Pythagore sur le côté d'une face. Donc j'ai A et A. Donc j'ai ce côté est égal à 2A carré. En prenant la racine, ça me fait A racine carrée de 2. Et donc à présent, il me reste à faire sur la maille ici. C'est-à-dire, c'est un peu bizarre de le voir en 3D comme ça, mais je fais un théorème de Pythagore ici, cette fois-ci. Donc la diagonale, elle me donne euh, 2A carré plus A carré. D'ailleurs, je vais mettre 4R directement parce que on sait ça pour 4R. D'ailleurs, je vais mettre 4R au carré plutôt. C'est un théorème de Pythagore. Enfin, hop, là j'en ai plus besoin. Ça me donnera du A racine de 3. Et voilà la relation de tangence pour les atomes. Et j'ai bien précisé que les atomes se, se touchent le long de cette diagonale-là. Ou encore le long de cette diagonale-là, ou celle-là, ou celle-là. Donc, je vais à présent calculer le paramètre de... Enfin, le rayon. Le rayon qui est égal à A racine carrée de 3 sur 4. Racine carrée de 3, c'est environ 1,7. On peut dire que c'est environ la moitié de la maille. Ce qui me donne 165 picomètres. Voyons voir par la calculatrice ce que ça me donne. Ça me donne du 143 picomètres. Donc j'étais pas loin du résultat. Ensuite, définir et calculer la capacité C de la structure cubique centrée. Alors là, c'est le calcul du volume des atomes qui sont contenus dans la maille. Et la capacité, en fait, c'est savoir euh, combien, euh, combien prend de place l'atome dans la maille. Donc, on a petit 4. C est égal à volume des atomes sur le volume de la maille. Qu'on va pouvoir simplifier en la population des atomes fois fois 4 tiers de pi au cube. Parce que ce sont des sphères. Tout divisé par a au cube. Donc la relation de tangence qui était juste avant va nous aider. On aura donc du 8 tiers fois pi divisé par a au cube. 8 tiers parce que la population des atomes est égale à 2. Entre parenthèses, a racine de 3 divisé par 4. Le tout au cube. Donc les a au cube vont se simplifier. J'aurai donc J'aurai les 3 qui vont se simplifier.
parce que j'aurai 3 racines de 3. Les 3 vont se simplifier, il me restera racine de 3. 8 pi racine de 3 divisé par 64. Parce que 4 au cube, ça me donne 64. Ça me donne 16, puis 64, ouais, c'est bien ça. Je sais que 8 fois 8, c'est égal à 64. Donc j'ai du pi racine de 3 sur 8. Alors là, j'avoue que c'est compliqué quand même de donner un résultat correct. Mais imaginons, on a pi, c'est 3 fois environ 2. Ça me donne du 6 sur 8. Ce qui me donne du 75%. Bon, le résultat sera clairement pas le même. Qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne du 68%. C'est... Il y a une grosse marge d'erreur, mais j'avoue que je vois pas comment on pourrait simplifier davantage de tête. Donc voilà pour le calcul. D'ailleurs, on a pu faire fois 1,7, mais je pense pas que ça a une grande influence. À présent, on étudie cette réaction. Donc on dit les équations qui sont juste là. Je vais les copier-coller à chaque fois parce que sinon ça va être plutôt relou. Hop. Donc, on mélange à 1000 Kelvin sous une pression maintenue constante et égale à 1 bar, 1 mol de HF et 1 mol de UO2. Déterminer la composition finale du système. Donc, ce qu'on me demande là, c'est donner l'état final du système, c'est-à-dire retrouver le XIEC justement de ce système. Donc, je vais compléter le tableau d'avancement. Le tableau d'avancement que je vais retrouver quand même, histoire de pas dire de conneries. Donc là, on avait dit qu'il y avait une mol de UO2 et une mol de HF. Hop. On a la double barre. On a 0 et 0 parce que ce sont ça les réactifs. Et ça les produits. Ensuite, je vais faire une dernière colonne parce qu'on a des gaz. Donc je vais mettre un n-tot gaz. Et en l'occurrence, là on a une mole de solide qui ne nous intéresse pas, mais on a une mole de gaz qui nous intéresse. Donc là, ça sera 1. Hop. Donc, règle sur le coefficient stoichiométrique devant. 1 moins xiec. Oula, ça va bien. Et de même ici, 1 moins 4 xiec. Là, vu que ce sont des produits, je vais rajouter des xiec, donc j'aurai xiec. Et là, 2 xiec. En termes d'n-tot gaz, les seuls gaz qui se trouvent ici sont celui-ci et celui-ci. Donc je fais l'addition des deux, j'ai 1 moins 4 xiec plus 2 xiec, ce qui me donne 1 moins 2 xiec. Oula. Hop. Donc à présent je vais passer au quotient réactionnel, parce que c'est à partir du quotient réactionnel que je vais pouvoir déterminer xiec. J'ai donc QR qui est égal au produit des produits. Donc faire le produit de tout ça.
fois le produit de tout ça. Donc j'ai dans un premier temps l'activité de 2H2O, enfin de H2O au carré, fois l'activité de UF4, ça va se simplifier après, hein, divisé par l'activité de HF à la puissance 4, fois l'activité de UO2. Alors, l'activité d'un solide c'est égal à 1, donc ça veut dire que ces deux-là, je vais pas les avoir. Là j'ai l'activité d'un gaz, donc j'aurai P de H2O divisé par P standard au carré, mais vu que j'ai pas envie d'écrire deux fois, je vais le mettre là-bas à la fin, divisé par la pression de HF à la puissance 4. Règle sur les puissances, j'aurai du P standard au carré en bas et P standard à la puissance 4 en haut. Donc j'aurai du P standard au carré. Là, je vais pas pouvoir m'arrêter là. Je connais la loi de Dalton qui me dit euh, que, que pour une pression donnée dans une équation de réaction, c'est égal à la quantité de matière de la pression donnée divisé par la quantité de matière au total. Donc d'où le fait que j'écris n tot gaz dans le tableau d'avancement, fois p tot. D'ailleurs, pour retenir cette formule, vous pouvez basculer le NI en bas, et justement, vous avez PI sur NI est égal à P tot sur N tot. Ça fait un, ça fait un ratio, et franchement, vous retrouvez assez facilement après. Donc voilà. Ensuite, je vais mettre K directement. Parce que maintenant, genre QR, j'ai mis parce que je voulais pas mettre les EC partout. Mais maintenant, je peux passer à K, qui est égal à QREC. K est égal à QREC. Voilà. Et donc, j'aurais dû... Ah, déjà, j'aurais du P standard... P standard au carré sur P tot au carré. Ça va se simplifier ensuite parce que la pression est constante. Et maintenue à un bar. C'est bien ça. Une pression maintenue constante égale à un bar, on a, on a donc un bar sur un bar, et donc ça me donne bien 1. Hop. J'aurai du P de H2O, donc 4, enfin, si, 2 xiec, le tout au carré, facteur, non, je peux mettre en facteur directement. Je vais mettre d'abord 1-4 xiec, qui sera à la puissance 4. Faut pas que je fasse l'erreur que j'avais fait. À la puissance 4, en facteur de 1 moins 2 xiec au carré. Après calcul, hein. Je sais que j'aurais dû faire en deux étapes. Genre, j'aurais dû mettre 2 xiec sur 1 moins 2 xiec, le tout au carré, fois 1 moins 4 xiec, divisé par 1 moins 2 xiec, le tout à la puissance 4. Et ensuite, j'aurais dû faire règle sur les puissances et donner 1 moins 2 xiec, le tout au carré.
Donc j'ai cette équation. Ça va simplifier. Et je peux mettre la racine parce que j'ai des puissances paires. Ce qui va me ramener à 1 plus 1 du second degré. Racine de k est égale à 2 xiec en facteur de 1 moins 2 xiec divisé par 1 moins 4 xiec à la puissance 2, pas comme j'avais fait. Racine de k, il est donné dans l'énoncé. J'ai k pour T est égal à 1000 Kelvin, qui est égal à 900. Donc je fais racine de 900. Racine de 900, c'est racine de 3 au carré fois 10 au carré, ce qui me donne 30. Donc j'ai 30 en quotient réactionnel ici. Je vais pouvoir repartir à gauche. Donc je vais mettre 30 en facteur de 1 moins 4 xiec au carré est égal à 2 xiec facteur... Ou peut-être je développe directement. Ouais, je développe directement. Non, je développe pas directement. Je développe pas directement parce que je vais pouvoir s'appuyer par 2 des deux côtés. Hop. Donc j'ai du 15 en facteur de 1 moins 2, 2 fois 4 xiec, donc 8 xiec, plus 16 xiec au carré est égal à 2 xiec moins 4 xiec au carré. Donc je développe à nouveau. J'ai du 15 fois 8, 15 fois 8, ça me donne du 120. Et 15 fois 16, sachant que c'est 225, 240. Est-ce que c'est ça? Ah. Ah non, j'ai pas fait de bourde justement. Ok, ok. Donc j'ai du 15 moins du... J'avais dit quoi juste avant? J'avais dit 120. Hop. 120 xiec. Plus j'avais dit 15 fois 16 qui me donne 225 et donc 240. Wow. De pire en pire en écriture. 2 xiec. Moins 4 xiec au carré. Donc là, j'additionne de l'autre côté, j'aurais du 244. Wow. 244 xiec au carré. Moins 122 xiec plus 15 égale à 0. Est-ce que c'est bien ça? Ah. Apparemment... Attends, j'ai encore fait une erreur. Hmm. Non, c'est les xiec au carré qui vont s'additionner.
Ah non, non, ok. Ok, j'ai vu. J'ai fait une erreur là. Il n'y a pas de 2. Là, c'est un 2. Parce que justement, j'ai divisé par 2 des deux côtés. Là, il n'y a toujours pas de 2. Et là, il y a un 2. Et donc, j'ai du... J'ai du moins que siècle, donc du 121. Et là, j'ai du 242. Hop là. Ok, donc elle était là mon erreur. Ensuite, je fais le discriminant. Discriminant qui sera franchement très moche. Donc j'aurai du 121 au carré moins 4 fois 242 fois 15. Je vais pouvoir factoriser par 121. Parce que j'ai du 121 en facteur de 1. Donc le terme qui est ici. Euh, et moins 4 fois 2. Parce que 2 fois 121 ça me donne 242. Fois 15. Donc maintenant j'ai 4 fois 15. Enfin, directement 8 fois 15. 8 fois 15 ça me donne, donc j'avais dit tout à l'heure 120. Et donc... euh, Ah non, là c'est 121, justement. Qu'est-ce que je raconte? Là c'est du 121. 121 moins 120 qui me donne 1, et donc j'ai delta qui est égal à 121. Est-ce que c'est ça? Check, c'est ça. Hop, donc j'ai deux valeurs de Xiec, une qui va être possible, une qui ne va pas être possible. Hop, j'aurais du 121 moins 11 directement. 11 au carré, ça me donne 121. Divisé par 242. Et donc là j'ai du 110 divisé par 242. Et je vais pouvoir simplifier après. Là de même, je vais même copier-coller. Parce que c'est la même formule avec un plus. Hop, voilà, un petit plus. Ça me donne donc du 132 divisé par 242. Je vais devoir simplifier aussi. Alors, comment je peux décomposer ça? 10 fois 10 fois 12. Donc c'est 10 fois 3. Enfin non. C'est 10 fois 12. Ça veut dire que c'est du 5 fois 2 fois 3 fois 4. Enfin, du coup, fois 2 fois 2 plutôt. Et en dessous, c'est du 121. Donc c'est comme si j'avais du 11 fois 11 fois 2. Il y a les deux qui se simplifient. Parce qu'apparemment, je devrais tomber sur 5,22. 5 sur 22. Là, j'avoue que je vois pas trop. Ah non, parce qu'il y a un 2. Oh, zut. Hop. Donc là, ce sera du 482. Enfin, 484 plutôt. Et donc, j'aurai
un deuxième 2 qui va s'annuler. Donc là j'ai du 2 fois 3 fois 5 divisé par 121. 5 sur 22. Ça me surprend quand même. Bon, je te donne les résultats parce que je vais pas faire durer la vidéo pour rien. 5 sur 22 et 3 sur 11. Alors on va juste regarder le XIF avant de conclure. Donc pour avoir une quantité de matière positive ou nulle, le XIF, enfin le maximum qu'on peut avoir en XIEC, c'est un quart, parce que on a les deux équations là, et celle qui va nous déranger sera celle-là. Donc on aura XIF qui est égal à un quart, et donc si on a une valeur qui est supérieure à un quart, on peut pas l'utiliser. Si la valeur est inférieure à un quart, on peut l'utiliser. Par contre, si elle est négative, non, on va pas l'utiliser. Donc on a 5 sur 22 et 3 sur 11. 5 sur 22 est plus grand que 3 sur 11. Enfin non, 3 sur 11 est plus grand que 5 sur 22, parce que c'est égal à 6 sur 22. 6 sur 22, si on compare à un quart, donc si on compare à un quart, on va multiplier en haut et en bas déjà par 22. Non. On va multiplier par 11. Donc ça me fait du 11 sur 44. Et là, j'aurai du 12 sur 44. Donc je sais que ce truc est plus grand que un quart, donc cette valeur est interdite. Par contre, l'autre, si on fait la même chose, 5 sur 22, et que cette fois-ci on multiplie par 22 pour un quart, on aura 22 sur 88. Oui, c'est ça. Comparé à ici, où je dois mettre fois 4 divisé par 88. Donc, on a un quart qui est supérieur à 20 sur 88. Et donc, ça veut dire qu'on peut utiliser cette valeur-là. Conclusion, notre XIEC, c'est celui-ci. À présent, on me demande quelle est la composition du système lorsque dans les mêmes conditions, on mélange 1 mol de HF et 0,1 mol de UO2. Donc on aura 0,1 ici et 0,1 ici. Alors, déjà, on va pas atteindre l'équilibre, parce que si on atteint l'équilibre de la réaction, on aura une quantité de matière négative ici, ce qui n'est pas possible. Euh, et donc, si, enfin, on aura 0,1 moins 0,1, donc ici on aura 0. Là on aura 1 moins 0,4, donc ça sera 0,6. Et ensuite ici on aura 0,1 et 0,2. Donc voilà pour la composition du système dans une autre condition. Pour ce qui est de tout à l'heure avec 1 moins XIEC et avec ce XIEC, on aurait pu faire la même chose et mettre les calculs, mais bon, ça revient exactement au même. Et donc voilà pour cette vidéo sur les zéros de chimie.
J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi s'il y a des choses où j'ai été vraiment flou, parce que j'avoue que expliquer la chimie, j'ai un peu de mal. Et voilà. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.